T'as vendu combien de toilettes? Plus de 300 000, Et t'as fait combien de chiffre d'affaires? plus de 17 millions. Quasiment un Français sur deux qui a vu nos pubs. On a commencé avec 20 000 euros. On a mis 20 000 euros dans les caisses de Boku. Et on a fait 17 millions avec. Je suis pas intelligent, je suis juste malin. Je trouve que la contrainte est un bien meilleur moteur que l'ambition et le rêve. Quand t'as pas le choix de faire du fric, crois-moi que tu vas trouver des moyens d'en faire. Tu vois, je suis designer, donc de base je suis un énorme égocentrique. Et l'objet de l'email, c'est vous êtes une merde. Bon bah ça a pas marché par exemple. J'ai quitté une boîte rentable que tout le monde adorait, ce qui est encore plus délicat à vivre. Et je me suis dit ok, moi je vais monter une boîte qui fait 70 millions par an. Mais en fait c'est plus facile d'en monter une autre que de pivoter cette marque là, donc Boku, vers une boîte qui fait 70 millions par an. Je sais pas si on est des ovnis à pouvoir lever quasiment un demi-million alors qu'on a zéro, on va dire, preuve de marché. Il n'y a pas besoin d'être 15 pour faire 15 millions. On est tous équipés? Écoute, ouais, ça a l'air pas mal. Good. William, pour pas faire le storytelling de base qu'on va pouvoir retrouver dans 1001 podcast où tu nous racontes comment dans ton école de design tu t'es retrouvé à dessiner des shots, je te propose qu'on essaie de faire le brief hyper rapidement. T'as monté Boku quand? Il y a 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi, donc Il y a 4 ans. 4 ans. T'avais quel âge? J'en avais 23. Tu sortais donc d'école de design. Depuis 4 ans après, t'as vendu combien de toilettes? Plus de 300 000. Plus de 300 000? Ouais. Et t'as fait combien de chiffre d'affaires? Plus de 17 millions. Waouh. Et si tu devais découper les 4 phases de ces... Enfin, 4 phases d'ailleurs, tu peux en faire 7 ou 2. Mais découper ces 4 ans en phases, je voulais dire. Première phase, vendre un produit que t'as pas, Ouais. en crowdfunding sur Ulule pour récupérer des fonds et éviter d'en lever. T'as fait combien sur cette campagne? 350 000 euros en un mois, avec une vidéo et un proto. ROI pour 20 000 euros de dépenses publicitaires, donc ROI faramineux. Deuxième étape, ça a été produire à haut volume, donc des produits et des vidéos. Commencer à stabiliser la marque avec différents canaux d'acquisition et un site qui tourne bien. Et derrière ça, trouver vraiment son brand fit idéal et comprendre comment créer des publicités vraiment convertissantes et divertissantes pour toucher des millions de Français et devenir un peu viral et très très engageant. Et après ça a été stabiliser un peu la profondeur du marché en vendant des produits annexes à des toilettes, genre des tabourets, enfin plein d'add-ons et tout ça pour maximiser la LTV. Donc c'est d'abord avoir du cash, optimiser la marque, enfin poser la marque en termes de strat digital, amplifier avec des vidéos phénoménales, haute production et vraiment très réfléchies, et ensuite améliorer un peu la gamme avec plein d'autres produits pour stabiliser la marque et optimiser la LTV. Je commence par la fin. Quand t'es venu il y a un an chez Builders Factory, il y a un an et demi je pense, t'étais sur le renouveau avec ces toilettes à 2000 balles, donc 20 fois plus cher. Finalement aujourd'hui, spoiler, t'as quitté Boku. Ça a été quoi les apprentissages sur cette deuxième étape qui était de vendre un produit 20 fois plus cher? La grande différence, ça n'a pas tant été de vendre un produit 20 fois plus cher, ça a plutôt été de vendre un produit aussi technique. Ça, c'était le vrai challenge. Parce que tous nos produits d'avant fonctionnaient sans électricité. Et là, on est passé d'un produit qu'on vendait donc une centaine d'euros à un produit qu'on vendait effectivement 2000 euros. Mais au-delà du prix, c'est beaucoup de contraintes techniques. Déjà, c'est un produit qui est très lourd. C'est un produit avec plein de fonctionnalités qu'on ne retrouve pas en France sur les toilettes japonaises classiques. Et ça a été très compliqué en termes de suivi de commandes, de SAV. En fait, il faut vraiment des agents qualifiés et un directeur produit qui est expert en électronique et plomberie, etc. Tu vois. Ce que t'avais pas. Ce que je ne suis pas. Ouais. Moi, je suis designer, donc c'est facile de payer des ingénieurs et tout ça pour bosser sur un produit. Mais par contre, pour faire le suivi derrière, c'est complètement autre chose. Parce que aussi, les attentes des clients qui payent un produit à 2000 euros sont beaucoup plus élevées. Et ça a été trop compliqué pour nous, pour qu'on scale ce produit à haut volume, de gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'on a arrêté de vendre ce produit-là. Et moi, à titre perso, j'ai quitté la marque, j'ai quitté ma boîte que j'ai revendu mes parts après, parce que le business model de Boku ne nous permettait pas d'aller taper les 30 millions par an. Ce qui, à mon âge, 27 ans, est hyper gênant, parce que j'ai les compétences pour faire beaucoup, beaucoup plus. Mais comme j'ai un business model où en fait, on est essentiellement connu pour des toilettes, du coup on vend quasiment que ça, et que des toilettes, t'en as pas 15 chez toi. En fait, ça fait plafonner en termes de LTV, de chiffre d'affaires, et du coup ça m'a énormément frustré. Et je me suis dit, ok, moi je vais monter une boîte qui fait 70 millions par an. Mais en fait, c'est plus facile d'en monter une autre que de pivoter cette marque-là, donc Boku, vers une boîte qui fait 70 millions par an. Ouais, et on en parlera juste après. Je veux bien qu'on parle encore un peu plus de Boku. T'as des Boku chez toi, Stéphane? Non, pas encore. T'as déjà vu une pub Boku? Ouais, bien sûr. J'ai déjà vu. C'était quoi? T'avais une stat sur combien de... Boku, on a fait 100 millions d'impressions pour 30 millions de reach unique. Donc 30 en fait, millions de personnes unique. Donc il y a quasiment un Français sur deux qui a vu nos pubs. Ouais. Et là-dedans, il y a des enfants, des gens qui n'ont pas Instagram, des vieux et... Sachant qu'on a fait pas mal de presse, on a fait beaucoup de YouTube, beaucoup d'Insta, peu de TikTok.
et un peu de télé avec des passages spontanés comme ça, non publicitaires. On a pu toucher pas mal de monde différent. Je pense que le plus jeune qu'on ait pu... En fait, on touchait surtout beaucoup plus de vieux que de jeunes. C'est-à-dire que la tranche des 20-25 est beaucoup plus faible que la tranche des 65-70. Aussi surprenant que ça puisse être. C'est ouf. Ouais. Et parce que c'est des gens qui ont encore plus de besoins d'hygiène, d'intimité, qui ont des problèmes de mobilité. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut toucher le boomer de 50 ans, tu vois ? Bon, on est passé par Jean-Marie Bigard, et on a fait une super vidéo comme ça, et on a pu toucher une nouvelle poche d'audience. C'est marrant, tu vois, parce que vu le ton de la marque, j'aurais pas cru justement que ça tape les gens plus vieux, mais en fait, non, ça marche aussi. Quoi. Si, plus on est vieux, plus on est beauf et vieux jeu de manière générale. Et pour beaucoup, ça a été un petit peu le cas. Maintenant, on a quand même été assez habile pour pas devenir trop beauf ou trop dégueu. C'est très difficile d'associer entre limite, le médical bien-être et l'humour sans devenir borderline. Ouais. Donc en fait, on jouait sans arrêt on était sans arrêt sur la ligne, quoi. Et on a fait plein d'erreurs. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs. Je me rappelle d'une fois un email. J'ai fait une campagne email et je voulais optimiser encore le taux d'ouverture. Et l'objet de l'email, c'est vous êtes une merde. Bon, bah ça n'a pas marché, par exemple. Enfin, les gens n'ont pas du tout apprécié. Ils ont laissé plein d'avis négatifs et tout. Ils sont désabonnés en masse. Mais c'est aussi ce qui m'a permis de faire beaucoup, c'est de tester des strates que tu peux pas tester ailleurs parce que en fait, ta marque ne te permet pas de le faire, tu vois. Ouais. Et des emails genre vous êtes une merde. Alors là, le taux d'ouverture était phénoménal. Par contre, d'ailleurs, on s'est pris des kickbacks de zinzin, quoi. Mais ça nous a permis de tester plein de trucs sur comment toucher d'autres personnes de différents âges avec différents intérêts, quoi. C'est sûr. Okay. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a permis de faire 17 millions d'euros en 4 ans. Je pense qu'il y a le produit, je pense qu'il y a la marque, il y a le sujet de ton association avec Gérard. Tu peux en parler un petit peu de comment vous êtes rencontrés et surtout comment vous avez travaillé ensemble et comment vous allez travailler ensemble, spoiler. Bien sûr. Donc généralement on est très différents, on a un peu le yin et le yang de l'entrepreneuriat. Je m'explique, moi je suis le mec turbo social qui va te pitcher tout et n'importe quoi. Lui il est beaucoup plus solitaire, on va dire. Lui c'est un peu le mec chiffre dans la boîte et moi je suis le mec un peu branding, vision, marketing. Et en fait, lui il me dit voilà, faut qu'on fasse tant, il faudrait qu'on les fasse comme ça. Moi je lui dis ok, bah ton comme ça, je te transforme en stratégie. Et lui derrière il analyse les chiffres et il dit c'est intéressant, il faudrait essayer de faire plus telle ou telle chose en termes de chiffres. Et moi je traduis les chiffres en stratégie, marketing et digital. Et du coup on fonctionnait pas bien comme ça parce qu'on comprend tous les deux le domaine de l'autre. Parce que dans les boîtes qu'il a montées avant, Gérard il a tout fait tout seul et au début de Bocuse j'ai tout fait tout seul aussi. Et en fait il y a un bon équilibre où moi d'ailleurs j'ai une folie que lui va venir rabaisser et lui il est un peu trop terre à terre et j'essaie de l'élever aussi. Et du coup ça fonctionne hyper bien comme ça. Et c'est important d'avoir des débats et des avis qui diffèrent dans une boîte parce que ça nous permet de nous challenger. Sinon en fait on est trop dans un tunnel où en fait on voit que ça, on sait faire qu'une seule chose. Et par manque de débat et de challenge, on oublie qu'on peut faire beaucoup mieux ou qu'on est en train de faire des conneries. Donc ça nous a aidé à bien scaler, aller de plus en plus loin. Moi j'étais très très opérationnel et Gérard a toujours été plus passionné que moi, on va dire, d'entrepreneuriat. Et c'est lui qui ramenait les stratégies de growth et de marketing novatrices qui venaient des US sur la marque Bocuse. Et moi je les exploitais à notre sauce et c'est comme ça qu'on a aussi bien performé. Bien évidemment un truc qui nous a permis de faire 17 millions, en fait c'est pas tant le chiffre qui est impressionnant, c'est à quelle vitesse on l'a fait et à quelle base d'investissement. On a commencé avec 20 000 euros. On a mis 20 000 euros dans les caisses de Bocuse et on a fait 17 millions avec. Je pense que l'essentiel, ça a été d'avoir un produit à haute valeur perçue, qui a une bonne valeur perçue. C'est-à-dire qu'on vendait un produit aussi efficace qu'un WC japonais, mais pour 10 fois moins cher dans l'intellect des gens, quoi. Tout le monde connaissait les WC japonais, tout le monde savait que c'était très cher, mais a priori incroyable et du coup très inaccessible. Et quand on est arrivé avec les mêmes bénéfices, mais pour 10 fois moins cher, en fait, ça a cartonné. Faut savoir que les WC japonais, avant que Bocuse arrive en France, ils s'en vendaient 25 000 unités par an, toutes catégories confondues, et on en a vendu 300 000 en 3 ans et demi. Donc en fait, on a cassé le marché, parce qu'au-delà d'avoir su répondre à une problématique de bien-être, d'ailleurs que les gens n'avaient pas forcément en tête, donc on a réussi à éduquer ces gens-là sur le fait que se laver à l'eau, c'est beaucoup plus efficace et hygiénique qu'utiliser du PQ pour s'étaler la merde sur le fion, grosso modo. On a réussi à les divertir et à les emmener en voyage avec nous. Et ça, je pense que ça peut fonctionner sur n'importe quelle marque, de créer un idéal, de créer quasiment un média de divertissement. Ça fait que les gens nous regardaient beaucoup plus, nous, que n'importe quelle autre marque qui peut-être leur parlait plus. Mais comme nous, on était les plus séduisants, les plus drôles, en fait, ça nous permettait de vraiment discuter avec ces gens-là et surtout d'ouvrir le dialogue. Et ça, c'est le dernier point qui a fait qu'on a, je pense, réussi, c'est d'avoir trouvé la clé pour ouvrir un dialogue sur des sujets intimes auxquels les Français, ils n'ont pas forcément envie de parler de sujets intimes, tu vois, d'intimité, propreté, de la vulve et du cul, tu vois. Et
le fait d'avoir trouvé le sweet spot humoristique et médical pour entamer une discussion, ça a fait que derrière on a pu étaler nos arguments. Tandis que si on commençait les vidéos par oui, il y a des PFAS dans le PQ, c'est pas bien, cancer du cul, en fait ça intéresse fondamentalement personne. Tandis que quand tu commences une vidéo avec de l'humour, un univers, des costumes, des déguisements et des cascades, en fait les gens ils sont dedans déjà, tu vois. Ils sont ok. Puis petit à petit, sans qu'ils s'en rendent compte, en fait on met en avant des problématiques santé qu'ils ont avec le PQ, et petit à petit on les convainc, etc., etc. Donc c'est surtout bien maîtriser son funnel et comprendre et trouver le sweet spot pour communiquer avec ses prospects sans que ça passe trop pour de la pub. C'est ça la grande force de Boku, c'est que quand on nous voit, on se dit pas « Ah, c'est une pub, c'est chiant ». On se dit « Putain, une vidéo géniale, j'adore. C'est une pub, mais c'est Boku, donc ça va être génial, tu vois ». Et ça, les gens ont adoré. Tu crois pas qu'il y a aussi quelque chose qui est inhérent au produit? Parce qu'au final, des toilettes japonaises, alors il y a le coût, mais il faut aussi l'installer, tu dois enlever tes toilettes, ou alors c'est quand tu fais une nouvelle maison, j'en sais rien. Mais là, l'avantage aussi qu'il y a, c'est que n'importe qui peut l'installer sur n'importe quelle toilette. Donc ton marché, il est aussi bien plus large et plus profond que des toilettes japonaises classiques, tu vois. Même au-delà du prix, je veux dire. C'est ça. Après, il y a toujours un delta entre... Donc, tu as les personnes qui, de base, sont plus à même d'acheter les toilettes japonaises, et tu as tout le reste de la France. Nous, on a pu toucher un petit peu au tout le reste de la France, on va dire, mais ça reste très limité parce qu'aussi simple d'installation que ton produit soit, si les gens n'ont pas envie de l'acheter, ils ne l'achèteront pas. C'est sûr. Donc, on a pu toucher une poche d'audience supplémentaire parce qu'on était simple à installer. Les gens se sont dit, why not, tu vois, pourquoi pas, ça a l'air sympa, c'est tendance et tout, leurs pubs sont bien, mais ça restait quand même très limité. Et tu as dit des points intéressants, c'est que, en fait, avant Boku, les WC japonais, c'était génial, mais c'était surtout cher, lourd et compliqué à installer à moins d'être propriétaire. Et nous, en fait, on a enlevé ces 3 points, on a gardé que le c'est génial. C'était 10 fois moins cher, tu t'installes en 10 minutes et sans travaux, et ça fonctionne sans électricité. Et pas besoin d'être propriétaire pour ça, tu vois. Donc, c'est sûr que ça a aidé sur la proposition de valeur, mais disons que si on avait eu que ça, on n'aurait pas réussi. Si tu vends pas un idéal aux gens, tu peux pas vendre. Je pense que, et les marques ont trop tendance à l'oublier aujourd'hui, les marques oublient qu'avant de vendre un produit, il faut qu'elles vendent leur marque, il faut que les clients aient envie d'acheter leur marque, d'adhérer à la marque en tant que telle et à ce qu'elle représente en termes de valeur avant de vendre une solution et des bénéfices. Et c'est d'ailleurs ce que tu vois chez les marques de luxe, qui sont celles qui font le plus de chiffre d'affaires au monde. Jamais une marque de luxe ne te vend de bénéfices. De feature, ouais. Elles te vendent une marque, elles te vendent un idéal, une femme ou un homme à qui tu as envie de ressembler, tu vois. Et ça, les marques l'oublient trop, alors que c'est applicable à toute typologie de secteur. Comment tu fais pour pas te faire chier, sans jeu de mots, à vendre des toilettes pendant 4 ans? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que c'est de l'argent et c'est pas du tout... Est-ce que c'est une passion pour le sujet? Je trouve ça dur en tant qu'entrepreneur et je sais que toi, comme moi, on a beaucoup d'idées, tu as envie de faire plus autrement, d'aller découvrir des nouvelles contrées. Qu'est-ce qui t'a animé pour rester dans ce putain de tunnel pendant 4 ans? Si ta question c'est est-ce que le cul et les shots ça me passionne, la vérité c'est que non. Par contre, ce qui me fait kiffer, c'est créer de la valeur et innover de manière générale. Pas innover techniquement sur les meilleures toilettes japonaises du monde, mais innover sur les techniques de croissance, d'acquisition. En fait, je suis pas intelligent, je suis juste malin. Et c'est ça qui fait ma réussite aujourd'hui. Ça et le fait que je sois aussi créatif que bon vendeur, parce que je suis designer industriel, mais j'ai aussi fait du marketing dans le luxe après. Parce que j'ai bien compris que le luxe, ils avaient compris un truc que personne d'autre n'avait compris, tu vois. Et en vrai, ce qui m'a beaucoup animé pendant 4 ans, je dirais que c'est le fait d'épater de plus en plus, de faire des collabs avec des acteurs et des personnalités de plus en plus incroyables, et de continuer à surprendre mes pairs, parce que je suis un animal social, donc j'ai besoin de reconnaissance, j'ai un énorme ego, enfin je suis designer, donc de base je suis un énorme égocentrique. Le fait de continuer à épater, et qu'on continue à me dire non mais si tu vas faire ça, ça va pas marcher, non mais c'est bon Boku, ça va se casser la gueule, non mais jamais ils vont pouvoir faire ci ou faire ça, et qu'on montre qu'on avait raison à tous ces gens qui pouvaient me dire non, et Dieu sait qu'il y en a eu quand même, ça a été une vraie fierté. Donc tu as une partie de challenge, tu as une partie de contrainte et de responsabilité qui a beaucoup joué aussi, dans le sens où quand tu es obligé de payer les gens, quand tu es obligé de faire plus de chiffre d'affaires, tu deviens plus créatif et plus inventif que quand juste tu as l'ambition de faire des millions, tu vois. On en parlait tout à l'heure, mais je trouve que la contrainte est un bien meilleur moteur que l'ambition et le rêve. Quand tu n'as pas le choix de faire du fric, crois-moi que tu vas trouver des moyens d'en faire, tu vois. Tandis que quand tu as juste envie de faire du fric, bah, ça reste une envie. Mais si tu n'en as pas besoin fondamentalement, c'est pas intéressant. Donc le fait d'avoir monté une équipe et d'avoir été obligé de les payer, ça m'a énormément motivé. Et puis la vérité, c'est que ça m'a quand même bien fait marrer. C'est-à-dire que je pense que j'ai vécu un truc à mon échelle que peu de marques connaissent, qui est que sous nos vidéos, les gens disaient qu'ils étaient fans de nous. Dans la rue, les gens m'arrêtaient, ils disaient mais j'adore ce que tu fais. Ils n'étaient pas forcément clients, mais ils adoraient ça. Donc ça me nourrissait pas mal socialement, ce qui m'a pas mal keep up pendant 4 ans. Mais après, effectivement, et je te rejoins là-dessus, je suis un entrepreneur.
ce qui motive, c'est la création de valeur, mais aussi la création de valeur financière. Et en fait, après 4 ans, tout devenait moins excitant. En fait, le plus gros du kiff avait déjà été accompli. Donc, créer une marque que tout le monde connaît, ou presque, qui fait kiffer les gens avec des produits qui fonctionnent. Une fois que c'est fait, je ne suis pas une boîte tech qui peut innover avec des produits qui vont révolutionner Internet et le monde entier tous les 3 ans, tu vois. Donc, en fait, quand j'ai atteint le plafond, un plafond social, un plafond financier, un plafond d'innovation au sein de la marque, j'ai eu moins envie aussi de continuer. Et quand tout ça s'est additionné au business model qui faisait qu'on allait plafonner quoi qu'il arrive, à moins de faire un coup de maître que je ne suis pas en capacité de faire, que j'étais pas en capacité de faire, j'ai préféré bouger, quoi. Donc en fait j'ai tenu pendant 4 ans, mais je dirais que c'était le maximum que j'aurais pu tenir. Je suis avant tout j'adore créer de la valeur, mais là je l'avais déjà créé, il n'y avait plus grand chose à faire sur cette marque-là. Je me souviens, une des premières fois où on a déjeuné ensemble, tu m'as dit un truc dont je me rappelle encore. Tu me disais l'un des facteurs de réussite de ce qu'on fait, c'est qu'on est 16 dans l'équipe, mais que j'ai pas un seul salarié. Et que cette relation de freelance et de valeur, elle est centrale dans la collaboration avec les gens. Est-ce que tu peux détailler ça ? Ouais, bien sûr. Alors à un moment donné, on est monté à 16 personnes, mais 3 mois après, j'ai viré un gros tiers de l'équipe. Bah, c'était ce jour-là. Ça devait être ce jour-là. Aparté, mais j'ai sorti beaucoup de gens de ma team parce que je me suis rendu compte que pour faire comme les grands, j'avais commencé à m'entourer de pas mal de personnes parce que je me dis, les boîtes qui sont hyper grosses, en fait, elles ont fait tel recrutement. Et j'ai vu qu'il n'y avait ça n'avait pas ajouté de revenus supplémentaires. Donc j'étais là en mode, putain, mais il y a un problème. Et j'ai demandé à Gérard, mon associé, de faire une liste de toutes les tâches que nos freelances et tout ça faisaient et de les trier en 3 catégories. Les tâches qui rapportaient de l'argent, les tâches qui évitaient d'en perdre et les autres tâches. Et je lui ai dit, les autres tâches, on les élimine. Et donc les personnes qui faisaient trop de tâches qui ne rapportaient soit pas d'argent, soit ne nous évitaient pas d'en perdre, on les a sorties. Pour revenir au modèle de Boku, en fait, il n'y a pas besoin d'être 15 pour faire 15 millions. Vraiment, il n'y a pas du tout besoin de ça. Ce qu'il faut, c'est des freelance A-players, donc vraiment des personnes très performantes qui, au-delà d'être incentivées par la rémunération, vont être incentivées par la vision, vraiment par le rêve et par l'énergie du fondateur qui est très importante. On sous-estime à quel point est-ce qu'un employé ou un freelance préfère bosser avec une team sympa, drôle et ambitieuse plutôt qu'avec une team moins cool mais qui va énormément payer. Franchement, moi j'ai été surpris à bien des égards parce que bien évidemment je suis entrepreneur donc je négocie les meilleurs prix pour la meilleure rentabilité. Mais nous ce qu'on a réussi à faire en fait c'est au lieu notamment de recruter des gros CDI, de verrouiller des profils par un contrat, on les verrouillait par une vision, une ambition et le fait que chacune de leurs actions allait avoir un impact concret sur le business et qu'en plus de ça, Boku était très connu. Donc ça a aidé. Avoir une marque connue de quasiment la moitié de la France, ça aide largement à recruter, on ne va pas se le cacher. Et le fait de travailler avec des free, pas sur un modèle exclusif non plus parce que c'est illégal, mais travailler avec des free en leur vendant une mission qui est rémunératrice et qui est surtout sécurisante. Donc en fait, on disait, bah voilà, on veut bosser avec toi 6 mois dans l'année par exemple, tu vois. Par contre, ton TJM à 400 €, tu peux te le mettre là où je pense. On va te payer que peut-être 150 € par jour et même encore moins. Par contre, je regarde pas si tu viens au bureau. D'ailleurs, tu viens même pas au bureau si tu veux pas. Les jours fériés, on te les paye, on s'en fout. Et si tu veux prendre 3 semaines de vacances, tu peux te les prendre, on te les paye quand même, tu vois. Parce qu'un freelance, ce qu'il va chercher, c'est la sécurité. La grosse problématique des freelances, c'est en gros, ah voilà, j'ai peur que mon client me facture pas, enfin ne me paye pas. Je sais pas si je vais pouvoir trouver une autre mission le mois prochain. Et moi, je lui dis, ok, pendant 6 mois, on te paye. Donc tu vas réduire ton TJM qui compense normalement le risque et un peu l'inconnu du modèle de freelance. Et par contre, tu vas t'éclater avec nous et on va faire des folies. Et je pense que c'est ça qui nous a aidés parce que du coup, quand tu t'entoures de personnes qui sont passionnées par ce que tu fais, ils vont faire les 10-15% d'extra step en plus qui vont vraiment faire la différence. Tu vois, quand ils sont skin in the game, ça va vraiment faire la différence. Et je pense qu'avoir pris des bureaux à un certain moment donné de l'aventure, ça a beaucoup aidé aussi pour unifier toutes ces personnes-là. Et c'était hyper important aussi que la vision et l'ADN de Boku publicitaire aussi transpirent dans la boîte. Et en fait, on se marrait tous les jours. C'était phénoménal. Donc en gros, c'est recruter les meilleurs, les incentiver avec autre chose que de l'argent. Parce que s'ils bossent pour l'argent, en fait, ils vont pas faire plus que ce qu'ils auraient demandé. Donc les incentiver avec vraiment une belle mission et un bon impact. Et surtout, faire en sorte que l'ambiance se passe super bien, quoi, que tu sois un bon humain et que tu sois un bon coach d'équipe. Un fondateur, c'est ça. C'est un coach, en fait. Et donc, il faut les chauffer sur le terrain tout le temps, tu vois. Il faut leur partager les réussites, aussi les pertes. C'est important de faire un peu des montagnes russes émotionnelles aux employés. C'est con de dire ça, mais partager que les réussites, à un moment donné, ça ne sert plus à grand-chose. Tandis que quand tu partages les pertes, ils se sentent
un peu triste pour toi, pour la boîte. Ils vont se dire, ok, je vais essayer de compenser comme je peux. Je vais essayer d'être plus efficace. Et ça, j'ai découvert à mes dépens, on va dire. À un moment donné, j'ai partagé une grosse mauvaise nouvelle ou des performances qui étaient vraiment à la baisse. Et j'ai été choqué de voir à quel point est-ce que ça les touchait aussi. Parce qu'en fait, c'était devenu leur bébé aussi, beaucoup. Parce qu'ils voyaient que le moindre truc qui bougeait sur l'ordinateur, ça faisait pivoter la marque totalement, tu vois. Donc ils disaient, ok, en fait, j'ai un tel contrôle que je suis un peu responsable, donc je vais faire encore plus de choses. Et tout ça a fait qu'on s'est entouré des bonnes personnes et qu'on a réussi à aller loin comme ça aussi. C'est super intéressant. Ce que tu dis pas, c'est pourquoi, là, dans toutes tes conditions, on pourrait dire, ok, nickel, il faut prendre des CDI. Et ce que tu avais rajouté, c'est que la relation de freelance qui est celle de je t'apporte de la valeur tant que tu m'en apportes, et le jour où c'est plus le cas, on se sépare. Ce qui est aussi la force du modèle freelance, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu te favorises. Ah oui, à fond. C'est en fait les seuls CDI ou CDD qui sont intéressants, c'est ceux qui sont vachement incentivés avec des primes sur performance ou KPI quantifiables ou non quantifiables, tu vois. Parce qu'en fait, quelqu'un en CDI, c'est un employé, il fait son 9 to 5, tu vois, il va pas faire plus parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il est payé pareil. Et nous, effectivement, avec les free, c'était clair, on va bosser, je sais pas, 6 mois avec toi. Par contre, mais si ça se passe bien, on bosse 6 mois avec toi. Par contre, si tu fais de l'AD, si tu fais de la merde, je te vire du jour au lendemain quasiment, quoi, tu vois, grosso modo. Bah oui, du coup, tu peux. C'est ça, on peut. Donc, en fait, j'étais quand même assez dur. Et c'est ce que permet le modèle de freelance, c'est effectivement d'avoir des OPEX très très bas, donc des coûts mensuels très bas, et de garder des gens très 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 motivés. Parce que, en fait, la stabilité que tu leur as servi sur un plateau d'argent, en fait, elle peut aussi bien se casser la gueule, tu vois. Donc, c'est sûr, oui, évidemment, j'avais un peu oublié ce point-là. Parce que c'est, on va dire, l'angle le moins sympa de la collaboration freelance, mais on reste des businessmen, on n'est pas là pour faire la charité. Donc, on a pris des freelances. Parce que c'est les plus performants, parce qu'ils sont 100% du temps à risque. Avant qu'on parle du futur, je veux qu'on continue un peu à parler du passé et même du tout début. Tu as cartonné ta campagne Ulule. Je crois que c'était une des top campagnes à l'époque. Ça a été la plus grosse campagne dans la catégorie santé et bien-être. Ouais. Ever ou à ce moment-là? Ever à ce moment-là. Après, il y a Inga qui vont des éponges réutilisables qui arrivaient, mais ils ont fait 6 mois de campagne sur Ulule. Donc forcément, ils ont fini par nous dépasser, les coquins. Mais on a été premier. C'est le top 0,017% des projets sur Ulule, quoi. Et c'est un sujet qui revient souvent quand même sur le 0,1 en e-com ou sur le produit de passer par la case campagne Ulule. Je sais que tu as de très bons conseils sur le sujet. Si en 3 minutes on essaie de passer toutes les meilleures pratiques, qu'est-ce qui fait que ça marche une campagne Ulule? Déjà, il faut comprendre les fondements d'une campagne Ulule. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? C'est surtout pour dérisquer ton business. En fait, quand on y pense, une campagne Ulule, c'est tu prévends des produits que tu n'as pas. Grosso modo, c'est comme si tu faisais du dropshipping, sauf que tu peux te permettre de livrer les gens 5 à 6 mois plus tard. Donc c'est vraiment un business model idéal pour lancer ta marque. Donc déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait un Ulule. Il y a des personnes qui le font pour des questions d'économie, comme moi. C'est-à-dire que j'avais pas l'argent pour lancer des productions et tout ça, donc j'ai juste fait un proto et je l'ai vendu 4000 fois et après j'ai produit. Et tu as des personnes qui le font pour un esprit communautaire. En fait, quand tu commences à lancer ta marque, quand tu lances ta marque sur Ulule et que ça fonctionne, tu fédères une communauté de personnes qui achètent ton produit parce qu'il a des bénéfices, mais qui achètent ton produit parce que c'est ton histoire qui est derrière. Ils achètent aussi l'homme ou la femme, l'entrepreneur derrière l'aventure. Et ça crée des clients beaucoup plus engagés qu'un simple achat sur un site web en précommande, tu vois. Et ça nous a permis sur le moyen court terme d'avoir des gens qui se battaient en commentaire pour nous dans la publicité quand on nous accusait de dropshipping ou de produits chinois ou que sais-je, tu vois. Ça nous a permis de créer une base cliente très, très, très forte. Donc, le premier conseil que j'ai quand on lance une campagne Ulule, c'est d'au-delà de vendre un produit et une marque, il faut raconter une histoire. Parce que c'est des gens qui s'intéressent énormément à ça. C'est des gens qui achètent sur Ulule, qui sont des wannabe entrepreneurs, mais qui n'ont jamais pu entreprendre, pour une bonne partie d'entre eux, et qui du coup se sentent un peu entrepreneurs quand ils participent à ça. Il y a aussi un petit gamble, tu vois, tiens, c'est un peu comme s'ils payaient des parts d'entreprise, sauf que ce n'est pas exactement le cas. Donc c'est important de storyteller, de mettre vraiment un bon storytelling, donc de vraiment raconter une histoire au-delà du produit qui dépasse la marque, mais qui atterrit sur l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. C'est important, quand tu fais une campagne Ulule, de proposer un edge aux clients, c'est-à-dire qu'eux prennent le risque que concrètement leur argent, ils ne vont pas le revoir, ils ne vont pas recevoir de produits. Légalement, Ulule se dédouane de toute livraison de produits. Ulule fait juste la passerelle, mais si derrière la marque coule ou se barre avec le fric, bah, entre guillemets, tant pis pour vous. Et en plus de ça, tant que la campagne n'est pas financée à 100%, tu ne sais pas si tu vas recevoir le produit. Et donc pour compenser ça, c'est important de donner un edge, donc des promotions, des produits gratuits en plus. C'est important de compenser le risque. C'est la première chose à comprendre. C'est aussi important
De faire court et de faire simple sur une page Ulule. C'est comme une page web, mais il faut la penser de manière très synthétique. Moi, il y a un acronyme que j'ai utilisé qui s'appelle AIDA pour structurer ma page et également la vidéo. Donc AIDA, c'est attention, intérêt, démonstration, action. Et c'est important de faire court parce que le site web Ulule en tant que tel est vraiment très peu conversion friendly. C'est un site web qui est galère à comprendre. On ne parle pas en termes de commandes, mais en termes de contribution. Donc déjà, pour que le client comprenne ça, il faut expliquer les choses. Donc c'est important que tout soit encore plus simple que sur un site classique Shopify sur Ulule. Et c'est important, justement, dans une logique d'éducation de comment est-ce que va se passer la vente et le projet, d'éduquer les gens vachement en amont. C'est-à-dire que, nous on l'a testé aussi, c'est-à-dire que diriger des gens directement de Meta vers Ulule pour qu'ils achètent direct, ça fonctionne moins que de faire une campagne où tu récupères plein de leads sur Meta, tu les éduques par email pendant 3 semaines sur ta marque, ton produit, qui tu es et comment fonctionne Ulule. Très important, l'email, comment fonctionne Ulule, et qu'après, tu les rediriges vers Ulule et tu ouvres ta campagne. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. On a récupéré 9000 emails avant de lancer la campagne. Et je me rappelle, la première journée de lancement, à midi, on avait fait 50 000 euros. Phénoménal, tu vois. Parce qu'on avait bien éduqué les gens. Et je connais plein d'autres personnes qui ont fait des campagnes Ulule et qui ont sous-estimé la partie éducation de comment fonctionne la plateforme et qui, du coup, ça a moins bien fonctionné. Et tu as aussi des personnes qui ont compris qu'il fallait récupérer plein d'emails. Du coup, ils ont récupéré plein d'emails de manière hyper shady. Et donc, ils avaient un taux d'ouverture éclaté au sol. Et ils sont fait red flag par Google et par Klaviyo. Et parce que tu n'as pas le droit, pour des questions de RGPD, d'importer plein de listes d'emails sans avoir eu un accord explicite des adhérents, et qui sont fait fumer comme ça leur campagne Ulule. Parce qu'en fait, tu as un mauvais score, du coup, en fait, tu es blacklisté en termes d'API, du coup, tu as encore un mauvais score encore plus bas, et tu as des taux d'ouverture qui sont catastrophiques, et tu casses ta campagne Ulule comme ça. C'est important aussi, derrière, une fois que tu as réussi ta campagne Ulule, de bien communiquer sur le suivi. C'est con, mais en fait, si tu communiques mal, les gens demandent des remboursements, même sur Ulule, même s'ils savent qu'ils vont recevoir un produit dans 5-6 mois parce qu'il y a le temps de production et tout, ils peuvent quand même demander à se faire rembourser. Ouais. Et à ce moment-là, toi, entre guillemets, tu n'as pas d'astreinte, tu peux ne pas les rembourser, entre guillemets, si tu veux faire n'importe quoi. Mais derrière, ça donne une certaine image de ta marque. Et en fait, des fois, tu fais une super campagne, ça se passe super bien, mais derrière, tu as la tête dans le chou, dans la production et tout ça, et tu oublies de bien tenir au courant les gens. Et en fait, ils demandent des remboursements. Nous, ça avait commencé à être un petit peu notre cas sur Ulule, pour beaucoup. Et à un moment donné, on s'est dit, OK, en fait, on va communiquer en très grande transparence. On a dit, ça a pris du retard, parce qu'on a fait telle erreur, parce que les délais de livraison sont beaucoup plus longs. La Poste a perdu X ou Y colis, ça a été n'importe quoi. Excusez-nous. Et en fait, j'avais totalement sous-estimé la capacité de nos acheteurs à nous pardonner, parce qu'on était une start-up et qu'on était un projet encore en construction, quoi. Donc voilà, pour résumer, c'est bien préparer une campagne, c'est récupérer beaucoup d'emails, éduquer les gens sur le produit, mais aussi l'entrepreneur qui porte le produit. Éduquer toutes ces personnes-là avec des emails, parce que ça coûte pas cher d'éduquer par email, et éduquer surtout sur la plateforme. Derrière ça, bien dynamiser la campagne. C'est-à-dire qu'au début, on lance la campagne, on ouvre la campagne Ulule, on envoie plein d'emails, et après, c'est important de lancer quand même des publicités pour retargeter toutes les personnes qui n'ont pas acheté, parce que sinon, la campagne Ulule va faire un U comme ça. Au début, tu vends beaucoup, là, il ne se passe plus rien, et à la fin, ça remonte un petit peu parce que c'est la fin de la campagne. Et nous, ça a commencé à baisser un petit peu, on a fait des ads, et ça a direct explosé. On a été en croissance jusqu'au bout. Bien définir des offres qui vont être intéressantes pour les clients pour compenser le risque, et derrière, faire un excellent suivi. J'ai l'impression que Ulule aussi, ça s'est énormément professionnalisé. Je vois beaucoup de gens qui pensent que quand tu fais ça, ça va partir tout de suite. Alors qu'en réalité, il faut créer c'est tout le travail en amont, en fait, pour ensuite que tu sois poussé par Ulule, que tu poursuives. Oui, non mais aujourd'hui, si tu nous regardes et tu te dis, OK, je vais faire une boîte, je vais la lancer sur Ulule, et ça va marcher, ça ne marchera jamais. Si tu récoltes pas des emails en amont et que tu n'éduques pas et que tu n'as pas un budget pub, tu ne vas jamais réussir sur Ulule. Même à coup de petits influenceurs un peu gratuits à 30 000, 40 000 abonnés sur Insta, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment... En fait, c'est un site web. Si tu n'amènes pas de trafic dessus toi-même, Ulule ne va pas te le donner. Ulule te donne du trafic supplémentaire gratos uniquement si tu as déjà du trafic et tu as une bonne campagne. Nous, on est passé dans la newsletter d'Ulule. On a fait 50 000 euros de plus juste grâce à leur newsletter, mais ils nous ont fait passer dans la newsletter parce qu'on était en train déjà de tout casser. C'est ça. Et donc oui, non mais très bon point. J'ai plein de gens qui se disent je me lance sur Ulule, j'ai récupéré 500 emails, je crois que ça va aller et tout. Ah non. Puis surtout que en fait, une fois que tu as fait ta campagne Ulule et qu'elle se termine, elle est terminée ad vitam aeternam, tu peux pas la relancer. Puis si tu fais un deuxième lancement, ça fonctionne moins. Donc oui, une campagne Ulule, ça se prépare. Et pour info et conseils, je m'étais sur le site de Respire. Respire a fait une campagne Ulule qui avait bien fonctionné, qui était la campagne Ulule numéro 1 dans la catégorie santé bien-être avant qu'on les dépasse. Et Justine Hutto avait fait un petit blog sur son site web qui est toujours présent sur le site de Respire sur comment faire une bonne campagne Ulule.
Et j'avais trouvé ça, et j'avais pris tous ces conseils que j'avais amplifiés. Mais ces conseils existent toujours. Et si vous voulez un bon résumé, de comment faire une bonne campagne Ulule, tapez Respire campagne Ulule conseil. Il y a des petites perles qui s'y cachent. Et de manière hyper pragmatique, il faut combien de temps avant de lancer une campagne Ulule et combien d'argent? Ouais, il faut au moins un bon mois et demi de génération de leads et d'éducation de leads par email avant d'ouvrir la campagne. Ok. Ensuite, la campagne, ça sert à rien de la faire durer 65 jours. Le maximum, c'est genre 45 jours idéalement. Nous, on a fait, je crois, 35 jours. Parce qu'en fait, que la campagne fasse une semaine de temps ou 3 mois, en fait, ça fera exactement le même U. Voilà. Donc, si tu fais 3 mois de campagne, il faut être capable de dynamiser au milieu avec plein d'événements intéressants, de collaborations, des offres particulières mid-campagne aussi. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est un très bon conseil. Et on a fait des offres flash pendant la campagne. Genre pendant 48 heures ou 24 heures, il y avait un truc en plus ou une promotion supplémentaire. Ah, tu peux modifier les produits pendant la campagne? Tu peux tout modifier. Ah, c'est fou, Ah, ça, je savais pas. Tu peux masquer des contributions, tu peux masquer des offres, tu peux en rajouter d'autres, tu peux faire des offres avec un nombre de ventes limité. Genre cette offre-là, il n'y a que 100 ventes, enfin il y a que 100 produits à ce prix-là que tu peux acheter. Tu peux quasiment tout faire, ce qui est hyper intéressant. En termes de budget, tu vois, nous on avait dépensé 2000 € avant la campagne pour récupérer 9000 emails. Pas très cher. Ça fait pas cher l'email parce qu'on était viral et on était très engageant. Donc l'idée, pour moi, là on avait réussi à bien engager 9000 personnes, mais je pense qu'à partir de 4000 emails, déjà on a une base assez intéressante. Franchement, en dessous de 3000, 2000, c'est très faible. C'est très très faible. Je crois qu'on avait un taux de conversion estimé sur notre base email de 7%, donc on considère qu'il y avait 7% des personnes qui pouvaient acheter via nos emails. Au final, ça a été plus parce qu'on a vraiment été très 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 bon, mais c'est le taux de conversion à estimer de manière générale, 7%. Du coup, il faut faire son petit produit en croix. Voilà, si tu as 10 000 personnes, tu en récupères 700 qui achètent un produit à 30 €. Bon, est-ce que ça rentre dans on va dire, ton BP? Parce que ça, c'est un dernier point à conseiller, je dirais. On fait une campagne pour récupérer des fonds, mais il ne faut pas oublier de définir pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces fonds-là. Souvent, c'est parce qu'on a une idée, un produit, mais que le MOQ, donc Minimum Order Quantity, donc combien tu dois commander pour passer commande, est assez élevé. Ouais. Et en fait, tu as des gens qui se disent « Ah tiens, je vais faire une campagne nulle pour récupérer plein d'argent ». Ils récupèrent l'argent à la fin, mettons qu'ils ont fait 15 000 €, sauf qu'en fait, leur MOQ, la première commande, elle doit être de minimum 30 000 €. Et donc en fait, ils se trouvent avec 15 000 €, ils se disent « Ah ok, génial, je vais me débrouiller pour trouver des fonds à côté ». Ils cherchent, et en fait, ils ont commencé à dépenser l'argent des mecs du LUL. Ils en ont plus assez pour passer commande derrière, ils doivent rembourser tout le monde, ils s'endettent, ils font un prêt bancaire, etc. Et c'est important de se dire avant la campagne combien je veux faire, à partir de combien j'estime plutôt que j'ai une preuve de marché suffisante pour lancer ma boîte, et de vraiment fixer tout ça, parce que quand tu es dans la campagne, tu deviens fou allié. Tu te dis ah putain on va pas y arriver, donc je vais quand même récupérer l'argent, ou alors non je vais faire encore plus et tout. Et en fait c'est important, 24 heures avant la campagne, en fait, tu peux décider de clore la campagne et de ne pas récupérer l'argent. Et je conseille vraiment de faire ça si vous n'avez pas atteint les chiffres que vous espériez. En fait, si tu veux, en gros, pour récupérer l'argent du LUL, tu dois dépasser ton objectif. Mais c'est à toi de fixer ton objectif sur LUL. Nous, on l'a mis à 50 précommandes. On en a fait 4000. C'était pour être sûr de récupérer l'argent, tu vois. Donc en fait, ton objectif réel, mettons qu'il soit de 15 000 €. Si tu as besoin de 15 000 € pour avoir une preuve de marché et lancer ta boîte et que tu as fait 13 000, c'est plus intéressant de rembourser tout le monde et d'annuler la campagne 24 heures avant la fin de la campagne Ulule. Parce que si tu récupères les fonds, entre-temps tu te fais taxer par Ulule. Et ensuite, derrière, si tu veux rembourser tout le monde, tu dois rembourser tout le monde à la main. Donc tes 300, 400, 500 contributeurs, tu peux pas les rembourser par carte via Ulule, ça fonctionne pas. Il faut récupérer leur RIB et tout machin, c'est infernal. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment poser les bases de sa campagne avant, parce que pendant la campagne, on devient fou, on a tendance à un peu comme dans un casino, à péter les plombs en fait, les bons choix, et à pas du tout faire les bons choix. Et dernière question sur Ulule, parce que je l'entends pas mal d'un entrepreneur, c'est 8% Ulule je crois. C'est 8% minimum. Ouais. Et après ça descend. Ah. La tentation de bypass Ulule en faisant une page Ulule sur ton site avec des préventes, avec des contributions, elle est forte. Finalement, comme tu le disais, la réussite d'une campagne Ulule, elle se joue à 80-90% de ce que t'amènes toi et pas de Ulule. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où c'est pas forcément une mauvaise idée de faire un Ulule sans Ulule sur son site? Pour moi, c'est une mauvaise idée si t'es personne. Ouais. Et si t'es pas légitime dans le fait de proposer des précommandes. On va prendre deux cas différents. Le premier cas, c'est un entrepreneur ou l'entrepreneuse qui fait du building public, donc qui explique les différents steps de son aventure sur TikTok ou Insta pendant 3 mois. La personne cumule 50, 60 000 abonnés, des gens très très engagés. Et à la fin, elle dit bah voilà, je vais enfin lancer mes précommandes sur mon site. Là, c'est hyper cohérent.
pas la peine de passer par Ulule, elle peut créer son site web et récupérer plein de commandes là-dessus parce qu'elle a une communauté qui s'attend à des précommandes, qui connaît la personne et la marque, donc elles sont en confiance. Si tu prends le deuxième cas de figure d'un mec comme moi, qui ne savait pas monter une communauté, qui n'avait pas des milliers d'abonnés sur Insta, on a lancé la campagne Ulule, l'Insta de Boku avait 700 abonnés, tu vois. Et j'ai pas fait de bullying public. En fait, si tu prends un projet que personne ne connaît et tu dis regardez, faites une précommande sur mon site, les gens sont pas du tout en confiance. Les gens pensent dropshipping, les gens pensent arnaque, ils vont jamais retrouver leur produit. Tandis que si tu passes par un véhicule de précommande qui est Ulule, qui est certifié, qui est connu de tous, en fait, ça rassure vachement les gens. Et tu deviens légitime à l'idée de faire des précommandes. Et les gens se disent ok, si ce site est sur Ulule, c'est que Ulule leur fait confiance, donc je me sens rassuré. Donc je peux commander, là, c'est légitime pour la marque est légitime de faire ça, donc ça me rassure. Donc en fait, ça dépend. Parce qu'effectivement, se prendre 8% de commission et un taux de conversion qui est plus bas sur Ulule que sur un autre site web, ça fait mal au cul. Ouais. Par contre, si tu n'as pas d'autres moyens, on va dire, de le faire et que tu n'es pas légitime de faire des précos sur un site à toi, c'est un excellent moyen. D'autant que si tu arrives à faire un bon score sur Ulule, et c'est moi ce que j'ai réussi à faire, tu deviens du coup le projet le plus financé sur Ulule et tu peux mettre un badge numéro 1, projet le plus financé sur Ulule dans la catégorie santé bien-être. Et ça, c'est très très fort après en RP, en presse et en marketing, parce que du coup, tu débarques, on va dire, hors Ulule après sur Meta, personne ne te connaît, mais tu mets numéro 1 sur Ulule, les gens sont là, ah putain, ok. Déjà, il y a la crédibilité, et la social proof à ce stade-là, en début de boîte, c'est très difficile à avoir, donc c'est un plus. Et en plus de ça, derrière, en RP, nous, on a eu plein de presse télé et presse physique, parce que les gens étaient là, cette marque est devenue numéro 1 sur Ulule dans la catégorie santé bien-être, voici ce qu'ils font. Et les journaux, ils adorent les gros titres. Ils veulent des numéros 1 partout, tu vois. Ils veulent la jeune start-up, ils veulent le jeune entrepreneur de 22 ans qui vend des toilettes et qui est numéro 1 sur Ulule. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, t'as plein de... C'est pas toujours difficile de devenir numéro 1 sur Ulule. Disons que la catégorie santé bien-être, on est devenu numéro 1. Mais disons que demain, mettons que quelqu'un lance une marque de lubrifiant pour serrure WD-40 sur Ulule. Bah en fait, catégorie bricolage. Pardon ? Catégorie bricolage. Catégorie bricolage, en fait, il peut dire, même s'il fait 5 000 €, s'il n'y a aucune autre marque qui a lancé des lubrifiants naturels sur Ulule, il est marque du lubrifiant naturel la plus financée d'Ulule. Sauf que le mec, il a fait 5 000 balles, tu vois. Mais il est numéro 1. Et ça, en marketing, derrière, c'est vachement utilisable. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle on fait un Ulule, tu vois, aussi. Ouais, ok. Et du coup, sur Ulule aussi, est-ce que c'est adapté à tous les produits, toutes les marques ? Parce que là, tu vois, il y avait un côté quand même grand public. Donc, s'appeler comme Respire aussi, tu vois. Est-ce que, enfin, des trucs plus niches, ça a du sens aussi ? Je sais pas. Je pense que déjà, si ton produit est très niche, bon, tu pourras pas aller très très loin. Ouais. Tu as de moins en moins de chances de toucher beaucoup de personnes. Maintenant, si au début, tu arrives à bien cibler les personnes de ta niche, tu feras toujours de l'argent. Ouais. En termes de typologie de produits sur Ulule qui se vendent le plus, ce qui se vend le plus, c'est la papeterie, la presse, des BD et des livres. Ouais. Ce qui me rend zinzin, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de gros créateurs de contenu youtubeurs qui lancent des BD, des projets et qui financent, et ça fonctionne très très bien. Des courts-métrages, des séries aussi. Ouais, ça fonctionne vraiment, parce que Ulule est vraiment très 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 communautaire. Ouais. Et ça plaît beaucoup. Donc la cosmétique, la food, je crois que la food c'est la catégorie qui fonctionne le moins bien. Ah ouais. De mémoire, ouais. Ah, c'est fou, ça. Mais toutes les stats, ces stats-là, elles sont assez facilement trouvables en ligne de mémoire. Donc en fait, c'est pas tellement, je pense, c'est pas tant la typologie de produit que qui va faire ta réussite sur Ulule ou non. C'est à quel point en fait juste ton marché est grand, et à quel point t'es bon en marketing. Si tu arrives à toucher l'entièreté de ta niche dès le début, bah, tu vas faire un carton sur Ulule. Mais si tu es bon en marketing, mais si ta niche, ton marché est hyper grand, c'est plus une question de compétences que de typologie de produit, sincèrement. Boku, c'est fini. Tu as une nouvelle aventure qui t'attend et qui t'occupe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Déjà, pourquoi j'ai quitté Boku ? Donc, j'ai quitté ma propre boîte, ce qui est tout à fait bizarre à vivre. J'ai quitté une boîte rentable, que tout le monde adorait, ce qui est encore plus délicat à vivre. Et les gens m'ont un peu pris pour un fou quand j'ai dit que je quittais ma boîte, quoi. Faut savoir qu'on était 3 associés sur Boku, et donc Gérard et moi, on est sortis de l'aventure. On est sortis pour 2 raisons. La principale étant que le business model ne nous permettait pas d'aller chercher des chiffres du style 20-30 millions par an, parce que tu n'as qu'un toilette chez toi, tu n'en as pas 15. On était tellement connus pour vendre qu'un seul type de produit que les gens étaient moins enclins à acheter nos autres produits add-on et annexes qui les faisaient moins kiffer, parce qu'on était moins censés être experts, on va dire, là-dedans. Du style tabouret, désodorisant, etc., etc. Donc il y avait un problème donc, de business model qui nous frustrait, parce que nous, toutes nos stratégies growth et marketing, elles viennent des US, elles sont vraiment du top niveau. Et en fait, on avait des strates qui étaient là et un chiffre d'affaires qui plafonnait là.
Donc en fait, on était là, il y a anguille sous cloche, comme on dit. Et on s'est dit que si demain on voulait avoir une boîte qui faisait 40 millions par an, bah, c'était plus simple d'en monter une autre que d'essayer de pivoter celle-ci vers ce genre de chiffre d'affaires. L'autre raison, c'est qu'il y a aussi le kiff et la créativité qui ont forcément baissé avec le temps. Disons que le 0 to 1, on sait que c'est toujours ce qu'il y a de plus excitant dans une boîte, mais là c'est encore plus vrai pour beaucoup, parce que le 0 to 1 était tellement intense en termes de notoriété et de bruit dans l'écosystème, autant professionnel que personnel, qu'après on va dire, il n'y a pas beaucoup d'incréments sur la joie que pouvait m'apporter telle sortie de nouveaux produits ou telle nouvelle publicité. Donc ça a quand même duré 3 ans et demi avant que je me lasse un peu, mais disons que le plus gros du travail sympa à faire sur Boku, on l'avait fait. Et en fait, je suis à un âge où je peux me permettre encore de prendre vachement des risques. Boku, c'est ma première boîte, faut pas l'oublier, ma toute première boîte. J'ai rien fait avant. Donc j'étais là en mode, ok, si j'étais capable de faire ça pour ma première boîte, je peux faire encore mieux après. Et c'est pas le moment pour moi de m'endormir dans une boîte que je vais que je vais garder 15 ans, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti. Et donc le reste de la question, si je ne m'abuse, c'était qu'est-ce qui se passe après, c'est ça ? Ouais. Donc j'ai été traumatisé par le business model de Boku, comme je le disais, puisqu'on pouvait vendre qu'un produit ou deux maximum à une personne. Donc je me suis dit, ok, on s'est dit avec Gérard, on va partir vers un truc totalement différent, à savoir un produit qu'on peut vendre 15 000 fois à une personne, quoi. Et Gérard et moi, on a quand même une sensibilité autour du wellness. On veut faire du bien aux gens de manière générale. Alors soit en leur lavant le cul a priori, soit en faisant d'autres choses. Et donc on s'est dit, ok, on veut faire de la santé parce que ça nous plaît, c'est dans le wellness et parce qu'on répond à un vrai besoin. Tandis que sur Boku, on répondait pas à un besoin, on l'a créé. Faut pas l'oublier, il y a quand même très peu de personnes qui cherchaient des toilettes japonaises à l'époque. Mais ça a fonctionné parce qu'il y avait personne sur le marché. Et là, on s'est dit, ok, on va essayer de trouver un marché qui est mature, mais qui comporte des failles qu'on est capable de combler, et un marché qui a un bon business model. Et donc naturellement, on s'est dirigé vers le wellness, la santé et les compléments alimentaires. Et aujourd'hui, on monte une barre de compléments alimentaires pour les femmes. Et ça change la donne parce qu'en termes de business model, on peut enfin piloter la boîte à la LTV et au recurring, ce qui n'était pas le cas de Boku avant. Donc ça donne de plus grandes perspectives de rentabilité, de volume et de chiffre d'affaires. Par contre, c'est un milieu qui est beaucoup plus compétitif. Donc c'est pas du tout la même aventure, c'est pas du tout les mêmes stratégies. Mais c'est passionnant et on avait besoin de ce challenge, en fait, Gérard et moi. Et voilà où on en est aujourd'hui. Tu passes d'un game où tu avais 80% de part de marché à 10%, c'est bien, c'est incroyable. Alors même 2%, même 2%, ce serait fou. C'est génial, c'est sûr. Et c'est là où pendant des années, j'ai craché sur les gens qui faisaient des levées de fonds. Parce que je n'avais pas compris que... En fait, mon discours avant était le suivant. Oui, les gens ont levé de fonds. En fait, ils savent pas monter des boîtes, c'est pas des entrepreneurs. Ils dérisquent leur business dès le début. Ils vivent sur des levées toute leur vie. Et ils sont pas axés rentabilité. Mais c'est parce que j'avais pas compris qu'en fait, des fois, on pouvait faire des levées de fonds juste pour accélérer. Et pas seulement parce qu'on n'était pas sûr de son idée ou parce qu'on se disait que oui, peu importe si on fait de la thune ou pas, on veut juste monter une boîte, quoi. Je dis ça parce que du coup, là, on est en train de terminer une levée, sous les bons conseils d'ailleurs de Martin. Je te remercie encore pour tout ça. Parce que c'est un marché qui est très compétitif, qui est très mature, celui des compléments alimentaires. Et quand tu lances une boîte dans ce genre d'écosystème, au début, il faut surinvestir sur deux choses. Le produit, pour avoir le meilleur produit possible, et la brand. En fait, il faut que les gens te voient et t'entendent. Et en fait, ils ne peuvent pas te voir ni t'entendre quand en fait, tu as 1/100 du budget marketing de tes concurrents les plus proches. Et donc, c'est pour ça qu'on lève des fonds, pour propulser notre message qui est excellent, mais le propulser à toute la France. Et on va surtout le over-propulser. C'est-à-dire qu'on va vraiment surinvestir. C'est ce qu'on fait. On surinvestit les 2 premières années surtout, avec une rentabilité plus faible, mais qui est voulu pour qu'on commence à devenir un peu top of mind et qu'après, on puisse capitaliser sur cette notoriété et qu'on puisse vendre de plus en plus rentable. Mais au début, c'est important de ne pas essayer de vendre tout de suite, mais d'abord de faire connaître notre mission, nos produits, notre marque, avant d'essayer de résoudre tout de suite des problèmes, quoi. Donc c'est pour ça qu'on lève des fonds. Tu peux donner le montant ou à peu près de la levée, juste qu'on sache C'est ça. Initialement, on levait 350 000 euros. In fine, en 3-4 semaines, on est arrivé à 470. Donc là, on est en train de clôturer le tour. Alors déjà, moi, j'y connaissais rien en levée de fonds. Je pense que... déjà, voilà pour le montant. Donc voilà, ok, on est autour de 500 000 euros. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris ? Je pense qu'on s'est vu au tout début, là, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois peut-être. Ouais. Donc tu as closé 500K en 2 mois. Qu'est-ce que tu as appris sur ce game que tu connaissais pas ? Ouais, en vérité, j'ai closé quasiment 500K plutôt en 1 mois, voire un peu moins. Parce que quand on a commencé à se voir, j'avais pas lancé, t'as raison. J'avais rien lancé, tout ça, machin.
Ce que j'ai appris, c'est que c'est marrant parce qu'une levée, c'est un peu comme une campagne Ulule. Grosso modo. Sauf que là, c'est difficile de rembourser les gens derrière, quoi. Et t'as intérêt à pas perdre leur thune. Collecter des mails. Collecter des mails. En fait, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, bon, tu collectes pas forcément des emails quand tu prépares ta levée, je dirais. Mais en fait, c'est très important d'identifier les personnes avec qui tu aimerais être mis en contact. En fait, moi, ce que j'ai sous-estimé, en fait, je suis arrivé, j'ai commencé ma levée, j'avais genre 178 contacts. Et je me suis dit, easy money, tu vois. Ça va être hyper facile, j'ai 178 personnes, il y en a bien 15 qui vont me donner, je sais pas, 20, 30, 50 000 euros chacune. Pas du tout. Non. En fait, je pense que j'aurais dû récolter 3 fois plus de contacts, sincèrement. Et ça, je l'ai appris très tard aussi, mais j'ai pas des contacts qui étaient très qualifiés. En fait, j'avais des investisseurs, sauf qu'en fait, il faut pas se voiler la face. Les investisseurs, ils investissent, ils ont des thèses d'investissement, et ils investissent sur des verticales qui leur est propre. Santé, sport, SaaS, consumer, retail, B2B. Et en fait, j'ai pas trop perdu de temps, mais un peu quand même, avec des gens qui, en fait, de base, n'investissaient pas du tout sur ma thèse à moi, qui est une DNVB consumer dans les compléments alimentaires. Et en gros, je me suis retrouvé à envoyer mon deck à des gens qui n'auraient jamais investi. Et donc, en fait, j'avais peut-être 178 contacts, mais j'en ai peut-être que 30 de qualifiés. Ouais. Et encore. Et au final, ce qui m'a permis de... c'est marrant parce que les contacts qui m'ont permis de faire des gros steps en termes de montant récupéré, c'est les gens que j'ai outreach en mode cold DM sur LinkedIn. Et ce qui m'a beaucoup aidé, et c'est là où c'était ma grande surprise, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un passif, d'avoir déjà monté Boku avant. Que Gérard, avant Boku, il avait déjà monté 2 autres boîtes, il a fait plus de 12 millions cumulés tout seul en genre 2 ans et demi, tu vois. 12 plus 17 du coup 12 plus 17, donc ça commence à faire des millions, tu vois. En fait, avoir un passif, en fait, savoir faire de l'argent est quasiment plus important, de mon point de vue, quand tu fais une levée, que ton produit ou ta marque. En fait, là, les mecs, ils investissent sur nos capacités à Gérard et moi de faire de l'argent sur un marché qui est en croissance et qui a des failles qu'on est capable de combler, nous, Gérard et moi, en interne, sans recruter 1000 personnes. Et donc, au début, en fait, je vendais beaucoup le produit, la marque. J'avais un deck product de zinzin avec toutes nos formules, etc. Puis, Damien Morin, qui est toujours de très bons conseils, m'a dit « Mais frérot, on s'en fout de tes formules. Genre, à ce stade, ce que j'achète, c'est toi. Je me paye William et Gérard et leur capacité à faire de mon argent encore plus d'argent. Je m'en doute bien que tes formules, elles sont bonnes, tu vois, mais moi, j'y connais rien et je sais que toi non plus, tu connais rien. Je veux juste que tu me dises que tu bosses avec des bons labos et c'est bon, je suis rassuré là-dessus. Toi, juste que tu me dises comment est-ce que tu penses faire de l'argent, qu'est-ce que tu as appris de tes expériences passées, pourquoi ça s'est bien ou mal terminé et comment tu vas pas refaire la même chose ou refaire la même chose sur cette nouvelle aventure. Donc, donc ce qui m'a vraiment surpris, je dirais, c'est ça. C'est la vocation des investisseurs à investir sur toi plus que sur ton produit. D'autant que, en fait, des fois, je me suis retrouvé à pitcher des problématiques à des entrepreneurs, à des investisseurs qui n'étaient pas du tout touchés par ça. Je vais pas te mentir, j'ai pitché qu'à des hommes. Les mecs, je leur parlais de compléments alimentaires pour femmes. Ils me regardaient comme ça, ils disaient d'accord, très bien. Ça les touchait vraiment pas plus que ça. Donc j'ai eu tendance avec le temps à parler plus à des failles de marché. Et franchement, si j'ai un premier conseil à donner, c'est au lieu d'aller taper dans les gros investisseurs qui peuvent te donner le plus d'argent possible dès le début, c'est de commencer vraiment par les petits, ceux à la limite qui sont pas intéressants, qui vont peut-être te donner 10-15K pour t'entraîner. C'est con parce que s'entraîner face à un copain sur ton pitch, c'est pas du tout la même chose que t'entraîner face à un investisseur qui a des intérêts. Et en fait, moi, j'ai commencé par les gros. Et du coup, il y a plein de gros qui m'ont dit non au début, à qui, si je les avais pitchés en fait en fin de levée, avec vraiment le bon discours, mais je les aurais closés 1000 fois. Et donc, j'ai eu la chance de trouver des gros en fin d'aventure de levée. Mais ouais, en fait, au début, je pense qu'on a tendance à vouloir se rassurer, à se dire, ok, lui, je le connais un peu, je sais qu'il est investisseur, je vais essayer de récupérer 20 ou 30K rapidement, je vais aller le pitcher en premier, tu vois. En fait, c'est la pire chose à faire. Je sais pas toi quel est ton point de vue là-dessus, mais je pense qu'il vaut mieux inverser un peu la tendance. Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, en tout cas, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut s'entraîner avec des petits. Et à la fois, c'est bien de commencer avec un gros / un beau nom, mais ça, tu l'avais du coup. Ouais. De pas avoir l'impression que tu commences de zéro quand tu parles de type. C'est un peu un équilibre entre... C'est bien d'avoir un gros au début, ensuite les petits, et puis ensuite des gros. C'est vrai que je pense que les gros, en plus, ils te posent des questions beaucoup plus challengeantes que des petits. Ils te posent des questions beaucoup plus challengeantes, et ce sont à la fois les moins chiants. Mais franchement, j'ai l'impression que ce que je dis là, je le retrouve dans n'importe quel podcast qui parle de levée de fonds.
Mais en fait, moi, j'y croyais pas. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui se disent qu'effectivement, les mecs qui vont mettre 1 million, ils regardent même pas ton pacte, ils s'en battent un peu les couilles de ta boîte. Tu vois. C'est plus un pari qu'ils font, c'est plus un gamble. Mais c'est la vérité. Et j'en ai été choqué. J'en sors à peine de la levée de fonds. On est en train de terminer la signature littéralement, tu vois. Et effectivement, les plus chiants sont les plus petits et les moins chiants sont les plus gros. Ouais. Mais les plus gros vont te challenger sur la vision. Ils vont voir s'ils disent ok, moi, si je veux que tu fasses 400 millions dans 3 ans, comment est-ce que tu pourrais les faire? Et c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Et les mecs, ils voient déjà tout de suite si tu te décomposes ou si tu es direct en mode challenge, problème-solution. Donc, c'est des dynamiques qui sont très surprenantes. Et franchement, une levée, c'est plein de surprises, quoi. Mais c'est parce que les petits, ils vont chercher à faire du x2, x3, x10, alors qu'en fait, les gros, ils veulent direct voir s'ils peuvent faire x100, x1000 sur ta boîte. Parce qu'en fait, c'est ça qui les intéresse. Donc, si tu rentres pas dans la thèse directement, en fait, ils vont te disqualifier. Parce que c'est leur game à eux, quoi. Ouais, 100%. Et je pense que l'énergie du fondateur dans des pitchs de levée compte énormément. Il faut être... Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de conneries que j'ai pu dire en call au sujet des compléments alimentaires. J'ai fait plein d'assumptions, on va dire, qui ne sont pas forcément vraies. Mais j'en suis tellement convaincu qu'en fait, derrière, les mecs étaient très convaincus derrière. Et t'en as qui sont là en mode, les due diligence, c'est du bullshit. Parce qu'en fait, à ce stade-là, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, je mise plus sur toi. Et donc, si le toi, donc moi, j'arrive à être très convaincant sur n'importe quel sujet, en fait, ils sont convaincus. Et t'as plein de mecs qui font pas trop de due diligence à ce stade-là, en fait. La due diligence, ça se fait surtout sur ton passif. Ce que t'as fait, ils regardent un peu le marché, mais en fait, si t'es juste très, très convaincant et un très, très bon vendeur, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est moi qui ai fait la levée plutôt que Gérard. Gérard est plus gros dans les chiffres, opérationnels et tout ça. Et c'est moi le vendeur, c'est moi le marketing, c'est moi le branding, tu vois. Donc c'est moi qui vendais à ces gens-là et j'allais être moins précis sur les chiffres. Par contre, j'allais avoir tellement de conviction que le mec se disait ok, bon, quoi qu'il va vendre, il va réussir à le vendre, le mec, tellement il est fou allié, tu vois. Et ça Attends, il a vendu des WC japonais. Le mec, il a vendu des shots, personne n'en voulait, tu vois. Donc bon. Donc ça aide énormément. Et je me demande comment ça se passe pour les gens qui n'ont rien fait avant. Je pense que eux, ils doivent encore plus avoir une bonne idée pour réussir à lever, parce que quand tu n'as rien fait avant, donc tu n'es pas capable de montrer que tu sais faire de l'argent, il faut que ton idée elle soit vraiment, vraiment, vraiment bonne, quoi. Ouais, enfin plus que ton idée, soit ton marché, soit ton produit. Ah oui, enfin toute ta boîte, il faut que ce soit hyper pertinent, hyper bien timé, faut que tu connaisses tes chiffres sur le bout des doigts, tu vois. Tandis que, Gérard et moi, là, on a fait une levée sur quasiment rien. Oui, on t'a pas parlé beaucoup de chiffres à 3 ans, je suppose. Ah non, non, c'est quasiment rien, c'est fou. Je sais pas si on est des ovnis à pouvoir lever quasiment 1 demi-million alors qu'on a zéro, on va dire, preuve de marché et qu'on a juste une idée, un deck et un passif. Je sais pas si on est des ovnis de revenir autant d'argent dans un si short terme, quoi. Mais moi, ça me semble totalement délirant. J'ai encore du mal à croire qu'on a réussi à lever. Ouais, mais je pense que tu vois pas... Enfin, toi, tu es dans ton monde, mais en fait, le fait d'avoir déjà réussi tout ce que tu as fait, et Gérard aussi, en fait, c'est une preuve énorme pour les investisseurs. Tu vois, c'est ça en fait. Donc du coup, derrière, ils cherchent à voir si la thèse est bonne, si c'est solide ce que tu fais. Mais du coup, la preuve que tu apportes et la réassurance qu'ils ont, c'est ce que tu as déjà fait en fait. Je pense, c'est ça qui joue. Et même, c'est la promesse que j'ai pu évoquer avec eux en call, c'est on est capable demain, si les gélules pour femmes ça ne marche pas, de vous sortir un SaaS. Et je leur ai dit ça. Je leur ai dit en fait, on n'a pas d'ego. Tu vois, moi j'ai monté une boîte Boku, je l'ai quittée sans ego parce que c'était la bonne décision à prendre. Pareil pour ça, c'est-à-dire que je leur ai dit en fait demain on est capable de pivoter et je leur ai dit moi je suis pas amoureux des compléments alimentaires et ça les a rassurés. En fait on pense souvent que les investisseurs veulent que la personne ait une histoire de ouf avec le produit qu'ils vendent, genre ah voilà ma mère est tombée malade à cause d'un complément alimentaire, du coup je vais faire les meilleurs compléments alimentaires au monde. Mais la vérité c'est que quand tu commences à raconter une histoire comme ça montre que tu es émotionnel. Et du coup, ça montre qu'à un moment donné, tu vas peut-être mettre les émotions en priorité vis-à-vis des chiffres. Et les chiffres vont être mauvais, mais tu vas te dire non, mais la mission est là, j'y crois tellement, je vais continuer à investir, continuer à faire ci, et tu t'enfermes dans un truc qui n'est pas bon, tu vois. Et dire aux investisseurs moi, je regarde la data, c'est tout, les gélules, je m'en bats les couilles, je pourrais vendre des parasols si ça me rendrait millionnaire. Les mecs, ils sont là, mais toi, je t'adore en fait. Ouais. Parce que je sais que demain, tu vas me vendre autre chose si ça fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'ils investissent. C'est pour ça même que le nom commercial de la boîte est différent du nom de la société, pour nous permettre, du jour au lendemain, de pivoter, quoi, en fait. Ouais. Donc, ouais. Pour finir, je veux bien qu'on parle de business. Et avant ça, j'ai juste une question. T'as pas peur de te faire chier, du coup après avoir vécu ce truc de Boku qui était hyper divertissant, hyper what the fuck. Là, tu mets une casquette. En fait, là, il va falloir que tu joues le jeu des autres. Et les autres, ils jouent pas un jeu très fun. Donc, il va falloir que tu trouves du fun autre part, je le suppose. Comment t'abordes ce nouveau défi ?
En fait, c'est une question un peu d'équilibre, dans le sens où moi, je suis prêt à me faire chier si je fais 300 millions par an. Ouais. Bah là, c'est un peu le débat. C'est un peu le sujet. Tu vois, la boîte, on veut l'emmener au premier step à 70 millions et le deuxième, troisième step, c'est voilà, 300-400 bars par an. Tu vois. Et on va pas rester qu'en France. C'est un peu les targets de la boîte. Donc, autant sur Boku, le faible chiffre d'affaires était compensé par le fun, l'extra fun que c'était. Là, ça va être l'inverse. Ça va être beaucoup moins fun. Ça va être léché, c'est beaucoup de recherche scientifique, médicale. Mais ça peut prendre une telle ampleur en termes de chiffre d'affaires que en fait, ça compense tout manque de divertissement au sein de la société. Maintenant, on va quand même utiliser un peu de notre patte Boku, notre créativité sur cette boîte-là. Mais je dirais que ce qui aussi derrière fait quand même pas mal la différence, c'est que nos produits, qu'on est en train de créer avec des labos qui sont incroyables, ils vont vraiment faire la différence pour les consommatrices. Genre, vraiment. Et je comprends pourquoi en fait, tu as des mecs qui font des horaires de ouf dans des hôpitaux qui sont payés comme des merdes et qui restent sur des shifts de 18-20 heures parce qu'en fait, ils sont pris d'une mission qui est d'aider les autres et de leur faire du bien par la santé, tu vois. Et ben en fait, on commence à porter un peu cette mission avec cette boîte-là et ça devient une source de motivation qui est bien supérieure à juste se marrer. Donc quand tu cumules le potentiel de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, de s'assurer financièrement aussi, donc de se valoriser en termes de patrimoine, ce qui est très important, et qu'en plus de ça, quand tu as un impact sur un client ou une cliente, c'est un impact qui est fondamentalement hyper important pour eux et qui peut changer leur vie, leur permettre de ne pas avoir telle ou telle défaillance ou déficit en termes de santé, en fait, ça compense largement le fun. En fait, je me suis marré, le lore Boku, il existe, on me le retirera jamais, donc j'ai mis un peu mon ego de côté aussi. J'ai fait Boku, les gens me connaissent pour ça, mes potes entrepreneurs me reconnaissent pour ça, c'est bon. Maintenant, il est temps de faire du vrai business. Du business, ouais. Un business où en fait, on voit pas ma tête. Et je pense que j'ai aussi besoin de me prouver à moi-même et de prouver un peu à tout le monde que je peux réussir sans être drôle, sans être fun et sans qu'on voit ma tête. Parce que ça a beaucoup joué dans la réussite de Boku, le fait que je mette mes blagues à moi partout, que je sois dans toutes mes vidéos et que je me mette en scène. Mais en fait, il y a très peu de marques, je pense qu'on peut les citer sur le doigt d'une main seulement, il y a très peu de marques qui sont incarnées par une personne, qui sont hyper fun, hyper drôles et qui font des centaines de millions. Il y en a quand même très très peu, c'est très rare. La plupart des grosses marques, elles ne sont pas incarnées par une personne, elles ont plein d'ambassadeurs, elles font plein de pubs à haut volume et souvent les businessmen et businesswomen qui sont derrière, tu les connais pas trop, tu vois, parce qu'ils sont focus business, 100%. Donc c'est un peu, là, ma nouvelle thèse entrepreneuriale, c'est ça. C'est entreprendre sans le lore Boku, sans la fougue et l'humour de toilettes japonaises, et juste convaincre le marché par nos produits et par notre approche marketing. Et t'as pas peur justement que ça affecte ton ego d'un côté aussi, de dire de plus être au centre de tout ça Bah ça, c'est de la vanity metrics. Ouais. C'est une metrics de merde. Vas-y, essaye de me mettre sur mon patrimoine en millions d'euros le truc, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais. Mais au début, par contre, c'est hyper important. Parce que t'as des gens qui font des millions, mais en fait, ça les fait chier parce que ils sont pas famous, ce genre de choses, tu vois. Alors, je suis pas famous non plus. Mais je suis famous auprès des personnes qui comptent pas mes yeux, tu vois. Donc, franchement, cette vanity metrics, elle a été importante pour moi. Franchement, à un moment donné, je l'ai même mise au-dessus en fait, du fric que je pouvais récupérer. Mais là, non, Gérard, il m'engueule tout le temps à ce sujet-là. Il me dit, mais on s'en fout, mais arrête de faire des vidéos avec des gens, tu vois. Enfin, ça sert à rien, c'est quoi, c'est vanity. Mais ça t'amuse, quoi, aussi. Ça t'amuse, mais tu as quand même deux choses importantes. Tu entreprends, il y a, on va dire, deux résultats que tu récupères quand tu entreprends. Tu as la richesse financière et la richesse sociale aussi. C'est con, mais ça joue énormément. Je pense qu'aucun entrepreneur aimerait rester dans son coin, dans sa chambre toute sa vie entreprenant, tu vois. On a besoin de sortir, de discuter avec des gens, d'être reconnu pour ce qu'on fait. On est des animaux sociaux, hein, à un moment donné, on a besoin de tout ça, quoi. Donc, sur Boku, je dirais que j'ai plus, en termes de richesse personnelle, plus récupéré en notoriété du côté finance, en rémunération, même si j'ai très bien mangé pendant 3 ans. Et là, c'est le moment de faire l'inverse. De moins nourrir mon ego, mais plus mes comptes en banque. Il y a un dernier sujet que je voulais qu'on évoque ensemble, c'est le sujet des boîtes IA natives. Comment on recrée une boîte from scratch dans ce contexte où l'IA nous permet de faire plus, de faire mieux, de gagner du temps. Ouais. Qu'est-ce que toi tu changes sur le from scratch? Je trouve que tu as un moment intéressant dans le sens où faire de Boku une boîte IA après 4 ans, c'est beaucoup plus dur que construire une boîte IA day one. Ouais. C'est quoi les différences, les changements? Qu'est-ce que tu as mis comme fondation? Si tu en as mis, hein, et tu peux nous dire aussi non, moi c'est pas mon game.
C'est hyper intéressant. Demande-moi si je suis un boss en IA. Est-ce que Tu t'es n'es pas un boss en IA. Je suis pas un boss en IA. Est-ce que Gérard est un boss en IA? Gérard, c'est pas un boss en IA. En fait, aujourd'hui, tu as la FOMO de l'IA. Et tu as des gens qui se disent l'IA, c'est génial. Je vais monter une boîte IA native et je vais tout organiser autour de Claude, des process, de Nanocorp, etc. Et ils se disent que c'est génial parce que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Mais ces mecs-là, ils sont face à des mecs, ça fait 6 ans qu'ils font déjà de l'IA et c'est des experts. Et eux, quand ils construisent une boîte avec de l'IA au sein de celle-ci, eux, ils cartonnent. Eux, ils ont des compétences de zinzin. Et en fait, je crois qu'on sous-estime les strates de compétences IA à avoir pour faire en sorte que ta boîte elle réussisse vraiment en étant basée sur l'IA. En fait, nous, à un moment donné, on s'est dit, OK, tiens, on va mettre des agents à gauche, des agents à droite. Sauf que la vérité, si tu ne sais pas vraiment builder ton propre agent et faire ça de manière vraiment parfaite, ça ne te sert à rien, tu perds le contrôle. Donc en fait, nous, l'IA, on l'utilise qu'à 2-3 moments. C'est pour nous aider à rédiger des scripts ou à les décliner, à décliner une vidéo en 5-10 vidéos. Ça nous sert un petit peu à créer quelques visuels IA à gauche à droite, tu vois, pour des images, et pour faire des études de marché, et pour essayer d'affiner un petit peu les formules de nos produits avant de les soumettre à des labos, tu vois. Mais on n'a pas de process IA. On n'est pas IA native ou ce genre de choses parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise et on reste, on accélère sur quoi on est meilleur. On est meilleur en marketing, en créatif stratégiste, en analyse de marché et ça c'est pas l'IA qui va le faire pour nous, tu vois. Donc et en fait on n'a pas de temps à perdre sur créer le meilleur agent du monde. Donc je pense qu'il faut faire attention et pas de se dire que ah tiens c'est l'ère de l'IA donc je vais construire une boîte basée sur l'IA parce qu'en fait vous êtes tous en retard. Si là vous vous dites ah c'est maintenant l'ère de l'IA, c'est que vous êtes déjà en retard sur l'ère de l'IA. Franchement moi c'est comme ça que je le vois. C'est l'ère de l'IA, pour moi elle a commencé déjà il y a 4-5 ans et les gens chauds aujourd'hui ça fait déjà un moment. Ouais, tu vois, donc ça montre que je suis encore moins un mec de l'IA quand tu me dis que ça fait plus que ça. 4-5 ans pour le grand public mais oui. Moi je suis le grand public ouais. Et donc c'est important de reconnaître ses faiblesses et de pas avoir l'ego de dire je veux suivre la FOMO, la tendance et monter une boîte IA. Donc en termes de process, ça change rien. Sincèrement, je fais la même chose que j'ai fait pour beaucoup. Juste, j'ai quelques facilités parce que je mets des scripts dans le lien un petit peu, je crée quelques images en plus, etc. Mais demain, je serai plus à même de payer un mec pour qui l'injecte de l'IA à balle dans ma boîte que d'essayer de l'apprendre. Parce que c'est pas ma passion et que je suis pas assez bon là-dedans, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Ça veut dire quoi, Stéphane, une boîte IA native Ouais. sur Versus, des modèles traditionnels parce ouais. qu'un SaaS IA natif, on a plus de facilité à le concevoir. Oui, bah en fait, il y a plein de concepts, mais le problème, justement, c'est que là, ce que tu décris, c'est presque plus une boîte traditionnelle qui est augmentée à l'IA, on va dire. Et en fait, même dans les SaaS, aujourd'hui, il y a beaucoup de FOMO, il y a beaucoup de choses. Mais si on revient sur un parallèle, en fait, je pense que c'est pas juste un trend et il y a potentiellement un risque à pas prendre ce virage. Mais en fait, si on reprend un peu l'ère industrielle, quand l'arrivée de l'électricité, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, les usines avant, elles étaient organisées autour d'une énorme machine à vapeur et toute la production était verticalisée, etc. Quand l'électricité est arrivée, les gens ont mis un énorme moteur électrique. Ouais. Ils sont restés là-dessus. Mais en fait, 15 ans après, ces usines-là ont disparu parce que tout a été réinventé autour de l'électricité avec des petits moteurs et des productions un peu plus unitaires, etc. Et en fait, là, moi, ce que je pressens et ce que je vois, enfin, je ne suis pas le seul, c'est qu'on est un peu dans la même ère. Et ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de boîtes utilisent l'IA dans des workflows humains. En fait, sont en train d'automatiser de ce qu'on faisait déjà avant. Et en fait, les boîtes AI native, il y en a en réalité, je pense, encore très peu parce qu'on est au tout début. Mais ce qu'elles font, c'est que toute la boîte est construite autour de l'IA. Et en fait, tout est réinventé autour de l'IA. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des workflows classiques, ils se disent non, en fait, on repart à zéro. Et des use cases, en fait, des cas concrets, par exemple, sur de l'analyse client, en fait, moi, on en parlait dans la fois, mais ce que je fais, c'est que tout ce que je fais, tous les réunions, tous les démos clients, tout est enregistré. Donc, en fait, j'ai des transcripts. Ouais. Du coup, l'IA peut aussi... En fait, c'est presque un co-founder. Et tu utilises quoi pour ça ? Alors là, j'ai testé pas mal de trucs, mais par exemple, j'ai Granola qui récupère tous les transcripts. Ensuite, je lui envoie dans Cloud Code en général, où je suis très tech, donc tout est dans GitHub et on fait des analyses là-dessus pour avoir des tendances, voir les messages qui passent pas, est-ce que le client est chaud. Tu vois, c'est ce que tu es exactement en train de dire. C'est ce qui fait que tu peux bien utiliser l'IA. Ouais. Mais là, dès que tu mets le mot GitHub dans un entrepreneur, le mec comprend rien. Sauf que sans ce genre d'éléments techniques,
tu ne peux pas vraiment bien utiliser l'IA je suis d'accord. pour faire une boîte AI native et que ça fonctionne vraiment. Et en fait, il y a un gap de compétences. Et c'est là où, effectivement, si demain tu commences à faire des missions pour former des mecs comme moi à ce que c'est que GitHub, parce que j'ai le mot, mais j'ai pas l'idée, je sais pas ce que c'est, tu vois. C'est là où par contre, je pense que les premières grandes réussites dans l'IA un peu grand public, c'est les mecs qui vont former les gens ou qui vont vraiment créer tous ces connecteurs pour qu'on puisse, nous, les mecs comme Gérard et moi, bien l'utiliser. Mais c'est ce que tu décris, c'est pour ça que je pense en vrai, tu as la bonne approche, parce que je vois beaucoup de boîtes, ce qu'elles font, c'est qu'elles se disent plutôt vite, tu vois, gros FOMO, faut que je le fasse. Mais en fait, tu le fais mal, ça change toutes les semaines, il y a des trucs qui sortent. Oui. Donc en vrai, vaut mieux encore à ce stade, même si c'est un risque, rester sur ce que tu sais faire, je pense. Exactement. Mais par contre, on est au début et je suis persuadé qu'il va y avoir des outils, qu'il va y avoir des choses packagées qui vont arriver sur ce type de solution où en fait tu vas pouvoir déployer, t'as des boîtes qui sortent là-dessus où tu as des espèces de compagnie Brain, des compagnies OS, etc. Enfin d'ailleurs sur le dernier batch de YC, c'était un peu des thèses qu'ils avaient, des solutions qui font ça, qui permettent à des gens d'arriver dès le début, dès qu'ils montent une boîte, d'avoir l'IA au centre, qu'elle se plug à tout ce que tu fais. C'est apprendre l'IA aujourd'hui, pour moi, c'est une perte de temps. Je préfère payer 10K à un mec plutôt que de dépenser 20, 30, 50 heures à essayer de comprendre tout ça. C'est pas rentable pour moi. Je comprends. Donc surtout que je vais faire plein de conneries comme tu le disais. Donc, surtout que tout va tellement vite qu'en fait, ces 50 heures, elles vont... en fait, c'est pas en une fois, quoi. Tu vas devoir faire ça tous les mois. Bien sûr, puis tu as des mecs qui te vendent des boîtes avec plein d'agents IA tu leur donnes une idée, ils te font tes pubs, tes scripts, ils publient, ils te font ton site web, ils font la conversion synchronisée avec machin, et ça te fait se dire tout en un. Je connais aucune boîte qui utilise ça, qui fait des millions. J'ai aucun exemple dans mon entourage, et je connais plein de monde qui font du business, qui ont utilisé une sorte de solution un peu all-in-one, qui publie tes créas, qui fait des créas avec de l'IA, qui fait les scripts, qui optimise. Je connais personne qui a réussi à faire quoi que ce soit avec ces trucs-là. Donc, et ça montre bien que, de toute façon, quand les promesses sont hyper élevées dans une pub ou un truc, en général, c'est qu'il y a une douille quelque part. C'est quand on survend quelque chose, c'est toujours trop beau pour être vrai. Et il faut pas oublier qu'on est nous aussi les premiers à se faire influencer avec le marketing, et ça fonctionne aussi pour l'IA. Et la FOMO, même si elle est très puissante, il faut y résister pour moi. C'est à moins d'être un mec qui a les pieds dedans, moi j'y mettrais pas les pieds dedans. Je paierais un mec qui a les pieds dedans. Non, mais c'est sûr qu'il y a une FOMO énorme et une promesse qui est... Enfin, quand tu regardes dernièrement aussi, même Anthropic et tout, les mecs te disent oui, ça y est, les modèles, ils sont tellement risqués, etc. Après, c'est bloqué. Enfin, en fait, ils te racontent un truc qui est assez fou. Et derrière, en fait, les gens commencent à se lasser aussi. Ça, je le vois de plus en plus, qui a un peu cette fatigue, tu vois, du FOMO, de se dire bon, les gars, détendez-vous. Il est où le vrai business? Mais par contre, je reste convaincu quand même que d'ici quelques années, le temps que ça stabilise et qu'on trouve les vrais usages, je pense que ça va faire mal à beaucoup de business. Et pas que du SaaS, des business aussi traditionnels. Tu vois, toi, tu arrives sur un nouveau marché. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça marche, mais admettons que des boîtes tradis aient des centaines d'employés. Toi, potentiellement, en ayant des bons process, en partant vraiment avec les bons outils, avec l'IA, tu pourrais faire 10 fois plus en ayant 10 fois moins de salariés, quoi. 100% aligné, et je sais que c'est des choses qu'on va mettre en place quand on aura, entre guillemets, l'argent pour, et quand ça fera sens. En fait, au début, quand tu montes une boîte, pour moi, faut quand même tout créer un peu from scratch. Il faut savoir exactement qui fait quoi et qu'est-ce qui sert à quoi. Parce que sinon, après, si tu recrutes, tu mets des process sur des choses que tu ne maîtrises pas, en fait, ça fout le bordel, et si un jour la boîte est moins performante, tu vas pas réussir à savoir pourquoi. Non, mais tu as raison, le parallèle avec les humains, on dit qu'il faut pas déléguer un humain tant que tu n'as pas fait de toi-même. Et c'est un peu la même histoire avec l'IA. Exactement. Complètement. En fait, l'IA, c'est pas magique. Non. Pas du tout. Non. Et tu vois, tu commençais à parler de réputation un petit peu en disant que aujourd'hui, la vision que les gens ont de l'IA évolue un peu. Moi, je connais une marque aux US qui fait des centaines de millions, qui existe déjà depuis, je crois, 6 bonnes années. Et c'était une marque de compléments alimentaires backed by IA, tu vois, AI. Donc, en gros, leur thèse, c'était, voilà, avec l'IA, on fait les meilleurs compléments, les meilleures formules et tout ça, machin. C'est comme un ingénieur, c'est comme si on avait genre 10 000 médecins au même endroit et tout. Et du coup, ils font des compléments alimentaires de ouf. Ils fonctionnaient très, très bien. Aujourd'hui, ils fonctionnent toujours. Mais récemment, je suis retourné sur leur site et ils ont enlevé cette thèse de l'IA. Parce que je pense que les gens commencent à se méfier un petit peu de tout ça. Et je sais pas si les gens pensent que c'est du bullshit ou quoi, mais moi je suis persuadé que ça. Je suis persuadé que la montée de l'IA va faire monter le savoir-faire artisanal, par exemple. Mais du coup, ça fonctionne aussi un peu du point de vue peut-être aussi médical, dans le sens où les gens, à un moment donné, je sais peut-être qu'il y aura des téléconsultations avec des médecins IA, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, les gens vont dire bah non, mais je veux un vrai médecin. Moi, je veux un vrai vieux mec de 65 ans avec son sonophone ou je sais pas quoi qui me palpe le cœur, tu vois. Je pense que les gens vont vouloir retourner un petit peu à ça. C'est possible. Après, il y a des études là-dessus sur la santé, c'est assez surprenant parce que, en fait, même en termes d'empathie, ce qui a été mesuré, c'est que l'IA
est meilleur Que les humains, que des médecins, ouais. Sur l'empathie perçue dans l'annonce de maladie, En des choses comme ça. diagnostic, en recommandation et en empathie. Mais Pour le coup, mais- c'est le seul exemple où. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est assez fou, ouais. Mais en même temps, c'est normal. J'ai eu un problème, là je suis allé aux urgences mardi Ok. pour un truc un peu pourri, j'avais pris trop dans mes docs. Ok. Donc j'ai appelé le centre anti-poison qui a galéré, et, j'ai fait des forums et finalement je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille aux urgences. Aux urgences, j'ai attendu 2 heures. J'ai vu 2 médecins et ils ne savaient rien du tout. Donc ce qu'elle a fait sous mes yeux, elle a fait exactement ce que j'ai fait. Elle a fait ChatGPT, elle Oh posait non. la Mais même question que moi. Elle a appelé le centre anti-poison, le même que j'ai appelé. Et ensuite elle est tombée sur le même forum que moi. Mais c'est normal, tu peux pas demander à un humain de savoir quelle molécule fait quoi à qui, tu vois. C'est pas le principe d'un médecin. Et c'était vraiment le cas où j'ai fait perdre. Moi j'ai perdu 3 heures dans mon temps, mais même eux ils ont perdu 3 heures. Alors qu'il y avait un mec avec le doigt coupé qui pour le coup a plus besoin d'un humain que d'une IA. Ah ouais. Une fois que Oui. c'est coupé. Non, Oui, c'est sûr que je pense qu'injecter de l'IA pour synchroniser toutes les bases de données et le savoir-faire médical, ça, ce serait exceptionnel, tu vois. Moi, j'attends encore un IRM ou un scanner, en fait, qui t'analyse le corps entier, tu vois. Enfin, et ça, avec de l'IA, c'est Attends, mais le ça, alors désolé, je dérive, mais ça c'est ouf. T'as Midjourney. Tu vois, Midjourney, Midjourney, c'est de la génération vidéo-image et tout. Ils ont créé un scanner. En fait, c'est des anciens. Enfin, c'est vieux en fait. À la base, c'était un truc dans un tonneau avec de l'eau et tout, je sais pas quoi. Et là, ils ont créé ça. Ah bon? Ouais. Ouais, ils ont un Non, mais c'est pan médical incroyable. qui permet d'analyser beaucoup plus de choses et de déceler beaucoup plus de choses qu'avant. Et pour beaucoup moins cher aussi. Ouais. Et tu as une marque, notamment, pareil dans la santé, mais dans la santé dentaire, aux US. C'est un mec avec qui j'ai beaucoup discuté, qui en fait a monté un SaaS d'analyse de radio dentaire qui permet de déceler beaucoup plus de choses que ce que les autres humains peuvent percevoir sur une radio, quoi. C'est ouf. Et en fait, il l'implante dans des cliniques, aux US notamment, et aussi en France. Et en fait, ça te fait un diagnostic en un temps record et un diagnostic bien plus pointu. Donc ça j'y crois beaucoup. Ça, j'y crois beaucoup parce que on vend un truc packagé tout en un que tu peux facilement implémenter, notamment en B2B, Ouais. et qui fonctionne vraiment, et ça a vraiment un intérêt pour l'utilisateur. Donc ça, c'est des boîtes qui vont se valoriser, mais je sais pas combien. Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Ça, c'est... Ah, mais tu vois, justement, pour faire le même parallèle sur des boîtes AI natives, en fait, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que, tu vois, on disait des médecins. Les médecins, ils n'ont pas tout le savoir. Quand tu as une entreprise, que tu commences à grandir, des process, parfois, c'est dans la tête des gens. Enfin, moi, je le vois dans le dev aussi, tu vois. Le code, dès qu'il y a quelqu'un qui part, c'est une galère. Mais en fait, là, c'est la même chose. En fait, si tu as alors, oublions l'IA, mais en fait, une base de données où tout le monde, en fait, peut la requêter, où tu as assisté à toutes les décisions, tous les choix, pourquoi il y a eu ces choix-là, en fait, c'est juste colossal. C'est la tête d'un fondateur qui était là depuis le début, qui a tout fait. Ouais. Seulement que là, en fait, ton IA, elle est dans ta tête, dans la tête de tous tes employés, dans toute école. C'est juste... la puissance que tu peux avoir est juste folle, quoi. Totalement d'accord. C'est Les amis, on arrive à la fin du temps imparti. temps réglementaire. Du temps réglementaire, pas de Pas de temps prolongation. Non. additionnel. Merci à tous les 3. Merci William, merci Stéphane, merci Anastasia. Merci Robin Yes. qui est à la prod, à la cam, au montage et à la diffusion. C'est une conversation très intéressante. Et on se dit au revoir. Yes. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.